Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du ZCL de ce jeudi 18 janvier 2018. On aura comme invité aujourd'hui M. Germain Parent, le président des usagers du comité de l'eau. On aura avec lui M. Harry Olivier, on parlera d'eau et puis on parlera carnaval avec Mme Ghislaine Gisors du comité de carnaval du Gosier-Val. Et puis avec elle, elle est venue avec Mme Angélique de la CARL, de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et puis on va terminer avec ce conférencier, M. Angel Ken, qui va nous parler comment augmenter ta valeur. Bonjour Keïssa, les titres de l'actu. Non, avant les titres, on a un appel à témoins. La gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord recherche activement M. Benoît Charles Jean-Louis, disparu depuis le 12 janvier 2018. Eh bien, si vous l'avez vu, contactez rapidement le 17. Et passons aux titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui avec la réouverture de l'aquarium du Gosier. Après 6 longs mois de travaux, vient enfin la réouverture. Coût total du chantier, 3 millions d'euros. Une partie du nouvel aquarium est désormais consacrée aux plus jeunes. Et on continue avec un atelier carte blanche qui a eu lieu ce matin à l'école primaire de Grand Camp. Un événement animé par l'artiste Anaïs Verspan pour une classe de CE2. Une bonne initiative pour nos plus jeunes. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec un peu de sport. À cet effet, nous parlerons de l'association Spirale qui a l'honneur de vous annoncer la qualification de 3 de ses gymnases pour le championnat de France gymnastique rythmique qui aura lieu les 27 et 28 janvier 2018. Mais pour l'heure, c'est l'interview avec Jean. Oui, vous l'avez dit, Keïssa, avec Germain Parent du comité des usagers de l'eau de Guadeloupe, avec lui sur ce plateau, Harry Olivier. Messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation du ZCL pour faire un décryptage sur cette histoire de l'eau, cette affaire de l'eau depuis le début de l'année. Ce sujet crucial en Guadeloupe revient dans la bouche des politiques, un peu de tout le monde. On va refaire le fil de la semaine. Germain Parent, il y a eu cette signature des présidents des comités d'agglo sur ce fameux document que seule n'a pas signé la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, qui annonce un plan Marshall pour la réparation à hauteur de 600 millions. Et puis la Riviera du Levant n'a pas signé cela. Quel est votre point de vue sur ce document? Tout simplement, je dis déjà bonjour à la Guadeloupe, bonjour aux auditeurs de Canal 10. Il faut savoir que Germain Parent ici encore aujourd'hui, ce sera demain, ce sera après-demain, peut-être pourquoi pas, parce qu'on ne peut pas se servir de l'eau, tout simplement en disant un certain nombre de choses qui ne tiennent pas la route et qui ne tiendront pas la route. Ma foi, quant à la non-signature du Levant, je pense qu'ils ont bien réfléchi, ils ont bien regardé et que c'était du flou, il y a encore du flou au robinet des usagers et ils se sont permis de ne pas voter. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons dénoncé cette signature des collectivités qui ont signé et qui ont prévu de mettre 71 000 euros et tout en réclamant 600 000 euros. Nous disons non, l'usager n'aura pas à payer encore parce que ce sont ceux-là même qui ont troué la caisse des différentes collectivités en Guadeloupe et qui sont d'ailleurs aux yeux de la justice pour certains, que nous ne pouvons pas accepter et entendre dire ce genre de choses et nous ne marchons pas dans cette situation. Nous voulons plus concrètement des choses plus sérieuses pour la Guadeloupe. Harry Olivier, quel est votre point de vue sur ces différentes signatures des présidents d'agglo? C'est un rideau de fumée, encore une fois. Rideau de fumée? Absolument. Parce que quelque part, vous savez, il ne suffit pas de décréter, d'annoncer, alors que vous savez, vous n'avez pas les moyens et que pour avancer, il vous faut les autres. Les autres, ce sont les autres financeurs. Aucune de ces collectivités qui ont signé le document ne sont en mesure de tenir leur parole ni d'engager quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a l'impression, au fur et à mesure qu'on avance, on dit que l'horizon n'est pas loin, on se rend compte que l'horizon s'éloigne. Parce que les comités d'agglo ne sont pas en mesure d'apporter aujourd'hui des réponses concrètes et pérennes. Et c'est pour cette raison que nous interpellons ces collectivités à la raison. Et par contre, nous avons constaté que la communauté d'agglo du Levant est éclairée. Parce que la communauté d'agglo du Levant dit « Oui, d'accord, c'est intéressant ce qui est dit là, mais la communauté du Levant sait très bien, comme il n'y a pas les moyens financiers pour faire avancer ce qui est signé à ce moment-là, la communauté du Levant dit « Écoutez-moi, pour l'instant, moi je pense... C'est intéressant ce que vous avez fait, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une nouvelle gouvernance, comme l'a dit l'État depuis 2009. Parce qu'il faut se le rappeler, depuis 2009,
il y a eu un document, un protocole d'accord qui a été signé avec l'État et tous les élus de la Guadeloupe en mars 2009 où il était signifié, entre autres, qu'il devait avoir une nouvelle gouvernance pour la gestion de l'eau. Nos élus, aujourd'hui, se sont enfermés dans leur petit monde entre eux parce que la loi leur aurait donné des compétences, on pourrait plutôt, la loi leur aurait donné des missions parce qu'en termes de compétences, ils n'en ont pas réellement. La loi est malheureusement écrite par les élus, pour les élus. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut arrêter avec cette approche-là. Il faut avoir un regard général, d'intérêt général de la Guadeloupe, d'intérêt du bien vivant en Guadeloupe. Aujourd'hui, toutes les conditions sont mises en place par ces élus qui sont en charge de ces affaires-là pour créer une crise sociale et une crise économique. Parce que quelque part, ils sont en responsabilité de l'absence d'eau dans les robinets des citoyens Guadeloupe. Germain Parent, les présidents d'agglomération du Sud-Bas, c'est un Cap Excellence, le Nord-Bas, c'est le Nord-Grande-Terre. En signant ce document, ils savent qu'ils ont peut-être la capacité de pouvoir mener à bien cette signature. D'ailleurs, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il commence par dire qu'il demande à l'État de mettre les moyens et les mesures pour leur faire récupérer de l'argent où il y a 5 ans, 6 ans que les usagers n'ont pas payé. C'est un peu trop. Il y a de la prescription et on l'oublie très souvent. Donc c'est encore une entourloupette de la part de certains élus qui n'ont pas mesuré la situation. Quand on parle de faire couler de l'eau au robinet avec 71 millions, je dis que c'est faux. Et il faut qu'ils sachent, il faut que l'opinion publique sache que c'est faux, c'est totalement du faux. Allez dans une caisse de ces personnes qui ont signé ce document et leur demander, avez-vous l'argent pour mettre sur la table? Ils ne l'ont pas. D'ailleurs, dans ce document, ils disent quoi? Ils disent que nous faisons appel aux collectivités majeures, si vous le lisez bien, le département et la région, pour nous aider de manière à donner 600 millions d'euros. Non. Mais le département qui a déjà fait suffisamment aussi que l'Office de l'eau ne peut pas encore mettre de l'argent dans une caisse noire qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que l'État nous accompagne en Guadeloupe, comme il était prévu, Harry Olivier l'a dit tout à l'heure, il était prévu de mettre de l'argent, et d'ailleurs ceux qui ont signé ce document, eux-mêmes ont signé le 4 mars 2009 ce protocole d'accord qui dit que l'État prend en charge à mettre de l'argent de manière à construire une infrastructure unique avec une bonne gouvernance, y compris une gouvernance partagée. Quand ça veut dire une gouvernance partagée, c'est qu'il faut les socioprofessionnels, qu'il faut les usagers, qu'il faut bien entendu les politiques, mais il ne faut pas oublier aussi les travailleurs et les techniciens qui sont sur le réseau. Et dans ce cadre-là, comme ces messieurs dames ne veulent pas entendre parler de cette gouvernance-là, ça leur gêne, ils ont besoin de gérer un petit carcan de personnes tout simplement. Mais nous disons que c'est un refus catégorique et nos usagers le savent très bien et il ne faut pas, une fois de plus, donner à ceux qui ont failli pendant 30 ans, 30 années de perdition, où l'argent de l'eau est parti où on ne sait pas, et qui ne peuvent pas retourner à nouveau nous demander de leur faire confiance. On ne peut plus faire confiance à ces gens-là. Maintenant, on dit qu'il faut la gouvernance et que l'État qui mette de l'argent, bien entendu avec le département et la région, ait l'œil et un regard sur ce financement et qu'il y ait un contrôle. Et à partir de là, nous voulons qu'il y ait un opérateur pour s'occuper véritablement de ce système-là. Parce qu'il faut savoir une chose, il ne suffit pas de mettre de l'eau au robinet de l'usager. Comment il va payer l'usager? Est-ce qu'il va payer avec les mêmes compteurs qui ne fonctionnent pas bien? Est-ce qu'ils vont payer avec ceux qui n'ont pas de compteur? C'est vrai, on peut le dire. Mais est-ce qu'ils vont payer aussi avec toutes ces fuites qui existent encore? Il n'y a pas d'anti-retour et il faut aussi parler, quand il parle de 600 millions, nous disons qu'il faut 3 fois cette somme-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'assainissement derrière. Il ne faut pas oublier qu'il y a les réservoirs. Donc, il faut 3 fois cette somme pour... Absolument, absolument. Sur les 10 prochaines années. Mais oui, absolument. Et nous, c'est pour ça que nous disons haut fort qu'il faut mettre en place et véritablement ce plan Marshall et mettre la Guadeloupe au travail et ne disons pas aux usagers qu'il faut attendre 10 ans, qu'il faut attendre 15 ans, qu'il faut attendre 30 ans. Il faut que dans les 2 ans à venir, que le problème de l'eau soit réglé, puisque l'État a bien dit... Donc d'ici l'horizon 2020... 2018, ça doit être réglé financièrement, tout
totalement et que les travaux commencent. Où est-ce que dans cette feuille que vous avez reçue, vous, en tant que presse, où il est précisé que les travaux vont commencer à une date et vont se terminer à une date? Il y a d'autres réunions qui sont prévues dans... C'est des réunions par hasard, comme ça, qui se précisent pour réclamer de l'argent, pour qu'ils commandent de part et d'autre. Mais nous disons de toute manière, nous l'avons déjà dénoncé et nous avons fait des écrits partout, là où il faut, pour démontrer que c'est de la mauvaise foi et on ne peut pas laisser accepter ça par nos concitoyens guadeloupéens. Harry Olivier, la position de l'État pour vous, elle est comment aujourd'hui? L'État est toujours droit dans ses bottes. L'État, depuis 2009, a pris l'engagement et a dit qu'il est prêt à accompagner financièrement toutes les opérations visant à remettre de l'ordre dans la gestion de l'eau, des réseaux et assainissement, à condition qu'il y ait une structure unique. C'est ce que ne veulent pas entendre nos présidents d'Aglo qui ont signé ce protocole-là du 10 janvier, mais ils doivent bien comprendre qu'aujourd'hui, comme le disait la Chambre régionale des comptes des gens en 2016, rappelez-vous, le président de la Chambre disait: il y a beaucoup d'argent qui rentrait en Guadeloupe, mais les élus ont montré leur incompétence et leur incapacité à gérer cet argent-là. À quoi a servi tout cet argent qui est rentré en Guadeloupe? Rappelez-vous bien, hein, le président de la Chambre régionale des comptes quand il s'exprimait l'an dernier sur le sujet. Donc l'État est toujours... Donc l'État est d'accord à accompagner, il faut une structure unique pour permettre à nos téléspectateurs et aux auditeurs de la C10FM et celle des Racheti Radio de bien comprendre qui est ça. Aujourd'hui, l'État est prêt à accompagner, il faut une structure de l'eau unique, mais ce qui bloque, c'est la volonté des présidents... Des élus, mais il faut être précis dans ce que dit l'État, parce que vous avez la lettre du secrétaire d'État, le Cornu, qui a été adressée en novembre dernier aux élus. L'État dit une structure mixte, unique, partagée. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a 3 mots qui sont dits dans là, qui donnent tout le cadre dans lequel l'État entend travailler avec les élus. Il faut bien comprendre que l'État n'a plus confiance dans nos élus. Et c'est ça la réalité. Parce qu'en réalité, la grande majorité de nos élus sont devant une situation de créateur de déficit dans les collectivités. La grande majorité des collectivités sont devant la Chambre régionale des comptes en situation de déficit. Donc nos élus ont bien montré qu'en 35 ans de décentralisation, où ils ont tous les pouvoirs de décision, ils ont été incapables de donner des conditions de bonne vie dans la cité. Nous parlons de l'eau, vous avez les déchets, vous avez les transports publics, et on passe. Donc aujourd'hui, sur la base d'un concept qui est simple pour répondre à la partie où l'État dit qu'il faut une structure mixte, unique, partagée, nous parlons, d'un concept. Nous disons qui paye, décide. Et donc sur cette base-là, nous disons qu'il faut mettre en place une structure partagée où on va trouver, comme disait Germain, les usagers, les clients, les socio-professionnels et également les salariés de l'eau. C'est un concept de dire, dès l'instant qu'il y a un client, il faut que l'organisation administrative soit dans cette configuration-là. Voilà la réalité aujourd'hui. L'État est présent, l'État entend accompagner, mais l'État n'entend pas accompagner dans n'importe quelles conditions. Vous voyez d'ailleurs, quand vous entendez les présidents des communautés d'Aglo parler, ils vous disent, ils appellent l'argent de l'État, l'argent de l'Europe, l'argent des communautés du Conseil général, du Conseil départemental, et ils vous disent en toute autonomie. Ça veut dire ils veulent avoir l'argent, mais ils ne veulent pas que l'on contrôle ce qu'ils font avec l'argent. Ils vous disent aussi, vous entendez aussi un autre terme mis en poids dans les dispositions, dans le respect des lois qui régissent les communautés d'Aglo. Mais sauf que les présidents d'Aglo n'ont pas encore bien compris. De la même façon qu'il y a les lois qui donnent certaines autonomies des collectivités, c'est de la même façon aussi qu'il y a des lois qui permettent à l'État, via le préfet, de se substituer à leur pouvoir parce qu'ils ont échoué dans la mission qu'on leur a confiée et l'État peut à tout moment, c'est prévu dans les textes, de reprendre la main, de les mettre de côté et de reprendre la main et de mettre une gestion, et on va dire, par une délégation, par n'importe quelle formule administrative. La loi existe pour ça aussi. Germain Parent, face à ce laxisme, l'État veut une position, les élus, les présidents d'Aglo veulent une position. Que va faire les différentes associations sur l'eau dans les jours à venir? Vous allez mener des actions, vous avez déjà entrepris des
des actions? Nous sommes déjà en pleine action, nous sommes en train de nous motiver par nous-mêmes et de démontrer justement par le biais des usagers qui sont en difficulté, parce que depuis tantôt, il n'y a toujours pas d'eau dans les robinets des gens. Quoi qu'on en dise, la Guadeloupe souffre du manque d'eau aujourd'hui. Mais quelle eau? Il faudrait une eau de qualité. Parce que quand on vous envoie de l'eau pendant 1 heure de temps ou pendant 10 minutes, c'est de l'eau de très mauvaise qualité, où ça vous écrase vos robinetteries, ça vous écrase l'intérieur de vos WC, vos chauffe-eau et tout, et personne ne vous rembourse. Et d'ailleurs, là où ça fait plus mal, c'est que tous les usagers sont obligés d'aller dans les grandes surfaces acheter de l'eau tous les jours. Qui payera ces factures-là? À qui profite ce crime-là? Nous disons non, il ne faut plus accepter n'importe quoi. Alors, s'agissant des différentes associations, de part et d'autre, à l'intérieur de la Guadeloupe et même dans les îles avoisinantes, nous sommes en train de nous organiser et pour dire que voilà, vous ne pouvez pas faire sans les usagers. Il faut absolument que vous puissiez vous mettre assis et à parler avec nous. Et d'ailleurs, nous avons entrepris, pour cette même occasion-là déjà, avec plusieurs associations qui sommes demandants et qui disent à un collectif d'avocats qui d'ailleurs a lancé une perche où nous l'avons pris et que nous sommes en train de mener des actions en justice. Et pour ne pas laisser passer cette affaire sous le nez, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec l'usager, parce que la loi Notré nous oblige à dire que maintenant nous avions le pouvoir, même mieux que les élus qui sommes des décideurs, c'est à nous de leur dire ce que nous voulons pour notre cité. On ne peut pas laisser faire ce qu'on veut. Donc les associations sont en marche et nous sommes en train de nous organiser et de nous dire que si nous sommes dans un territoire français, nous voulons que les lois françaises soient appliquées du même droit en Guadeloupe comme partout ailleurs en France et donnez-nous ce qu'il faut, comme il le faut. Harry, Olivier, vous partagez ce point de vue de Germain Parent. L'ensemble des associations vont marcher ensemble? Mais la situation, nous sommes très avancés dans la démarche. Très avancé. Nous sommes en train de monter un collectif d'ensemble d'associations et nous sommes en train de cerner les éléments pour porter en justice et mettre en cause la responsabilité des élus. Car il faut savoir que les premiers responsables de la gestion de l'eau sur le territoire, ce sont les maires. D'ailleurs, le comité de l'eau, de défense de l'eau de Germain Parent a déposé des plaintes en janvier 2017 devant le procureur de la République de Pointe-à-Pitre contre les 32 maires. Tout récemment encore, en septembre 2017, plainte a été déposée contre la communauté d'agglo Sud-Basse-Terre. Donc il y a des choses qui sont déjà dans le tuyau et ça avance. De toute manière, aujourd'hui, nous avons noté qu'il y a une volonté de la population de réagir. Pourquoi? Parce que les élus ont abandonné les pauvres familles à qui on a envoyé des factures erronées, des factures illégales, des factures à des milliers d'euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Ces factures, elles doivent être payées, Germain Parent? Mais pas du tout. Ces factures ne peuvent pas être payées parce que ce sont des factures illégales. C'est de la prescription, c'est illégal. En plus, c'est illégal, c'est de la prescription. Trop d'années, on n'a pas envoyé des sommes dues à payer et que c'est passé, c'est bien passé. Et là, c'est justement dans ce document-là où ces élus-là qui ont failli à leur tâche, qui n'ont pas obligé à un moment donné, parce que c'était eux qui étaient patrons de la Générale des Eaux, c'était à ceux-là même de dire que les citoyens guadeloupéens ne recevaient pas à temps les factures et que les factures étaient exorbitantes, ils n'avaient pas d'eau, malgré tout ils ont reçu des factures. C'était à eux de dire non et de dénoncer ça. Au contraire, ils réclament de droit aujourd'hui que l'État leur donne les moyens d'aller percevoir de l'argent. Mais c'est trop. Il faut qu'ils respectent les gens. Mais vous voyez ce qu'on dit Germain Parent, et c'est extrêmement important et grave. La population doit bien comprendre que les élus les a abandonnés. Nous sommes dans une situation de non-assistance à personne à danger. Parce que quelque part, les élus savent très bien que les factures qui ont été émises après 2 ans ou 3 ans de non-facturation étaient des factures erronées et illégales parce que c'était des factures avec des évaluations et des factures sous des compteurs où il n'y avait pas d'eau et c'était l'air qui faisait tourner le compteur. Donc les élus le savent très bien. Et donc à ce titre-là, ils ont laissé poursuivre des pauvres malheureux qui hier payaient peut-être 50 € alors qu'on leur donne maintenant 5 000 €. Ils ont laissé
poursuivre ces malheureux-là par des comptables publics, poursuivis par des huissiers qui sont venus chez eux, aller compter combien de chaises ils ont chez eux pour soi-disant payer les factures. Et là, nous accusons les élus d'avoir abandonné cette population et nous considérons que c'est un comportement de non-assistance à personne en danger. Et là, ils sont impardonnables, les élus. Messieurs Germain Parent et Harry Olivier, cet après-midi, le président de région, Harry Chalus, a invité la présidente du conseil départemental, les présidents d'Aglo à une réunion pour amorcer les discussions. Vous pensez qu'on ne peut pas arriver à une solution? Vous savez, je pense que la région a une forte volonté de voir avancer les choses, hein, une forte volonté. Aujourd'hui, très rapidement. Oui, la région a une volonté et la région est prête à accompagner. D'ailleurs, dans le Sud-Bastère, la région a déjà engagé des dépenses payées par la région. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose. Il faut reconnaître aussi que la région a lancé une publicité disant qu'il faudra 1 200 touristes en Guadeloupe bientôt. Or, en fin d'année, ceux qui sont en charge de l'eau ont coupé l'eau dans les hôtels alors que les hôtels étaient remplis. À qui profite le crime? Pourquoi on veut détruire l'économie de la Guadeloupe en la matière? Merci messieurs d'être venus sur le plateau du ZCL pour toutes ces informations que vous avez apportées. On rappelle cet après-midi le président de région Harry Chalus a invité son homologue du département Joseph Borel-Incertain, le président d'Aglo, pour se réunir pour amorcer les discussions opérationnelles. Germain Parent, on reviendra, vous allez revenir, pourquoi pas pour reparler sur une problématique du prix unique de l'eau en Guadeloupe. Il est 12h passées de 53 minutes, Keïssa. Oui, Jean, on continue avec l'actualité, direction le Gosier, comme je vous le disais en titre. Après 6 longs mois de travaux, l'aquarium réouvre ses portes au public à partir de ce jeudi 18 janvier 2018 et donc à partir d'aujourd'hui. Coût total du chantier 3 millions d'euros. Une partie du nouvel aquarium est désormais consacrée aux plus jeunes pour le plus grand bonheur de nos plus petits, avec des animations ludiques à la pointe de la technologie pour les sensibiliser à l'environnement. Quelle bonne initiative, n'est-ce pas? En outre, l'établissement compte accueillir 120 000 visiteurs par an. Les images avec Stanley Manicor. L'aquarium a été refait complètement pendant les 6 derniers mois. On a tout enlevé, tout refait, du sol au plafond. Tous les anciens aquariums ont été déménagés et on a refait la façade extérieure et toute l'exposition, toute la scénographie, toute la muséologie, tout a été refait. C'est pas l'ancien aquarium rénové, c'est un aquarium nouveau. On a investi un peu plus de 3 millions d'euros dans l'aquarium. Il y a des choses que vous voyez et puis il y a toute une partie que vous ne voyez pas parce que toutes les zones techniques, elles aussi, ont été complètement rénovées. Et on a fait un gros effort, accompagné par l'ADEME et l'EDF, sur tout ce qui est production d'énergie solaire, isolation, etc. On a essayé de se mettre en accord le plus possible avec notre discours de protection de l'environnement. Oui. On travaillait entre 80 et 90 000 visiteurs les années passées. On espère cette année faire entre 120 et 130 000 visiteurs. Chez les poissons, ça l'est moins. Ce qui est certain, c'est que les animaux que nous avons ici vivent beaucoup plus longtemps que dans la nature, puisqu'ils sont nourris et soignés tous les jours, donc il n'y a pas de prédation. Donc, on a des durées de vie qui sont bien plus importantes que dans la nature. Le site regroupe un aquarium, une boutique que vous avez vue à l'entrée, 2 restaurants et une compagnie d'excursion en mer. En tout, c'est une 50aine de salariés qui travaillent sur le site. Et comme je vous le disais hier à Paris, l'habitat insalubre, penser le logement dans les Outre-mer, un objectif que le gouvernement souhaite atteindre dans les 5 ans. L'affaire continue aujourd'hui. La réaction d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, après la signature entre l'État et le groupe SNI, Société Nationale. Le reportage avec Maurice Cessé. Un contrat d'objectifs sur lequel on travaillait depuis plus de 15 ans. Donc il faut se réjouir aujourd'hui qu'enfin on ait réussi dans les derniers mois à redialoguer avec les collectivités territoriales, avec les personnels de l'ensemble de ces SIDOM sur les territoires d'outre-mer et qu'on ait réussi à convaincre. Il est important maintenant qu'on puisse construire ensemble et qu'on fasse mieux, plus vite et en plus grand nombre. C'est-à-dire il faut absolument aujourd'hui, et nous le voyons bien, que sur l'habitat dans les territoires
territoires d'outre-mer, que ce soit l'habitat social ou encore lutter contre l'habitat insalubre, nous puissions aller beaucoup plus vite, l'accession effectivement à la propriété également. Donc nous avons un défi énorme à relever et aujourd'hui le partenaire SNI peut donner toute la dimension que nous souhaitions pour mettre en place les politiques publiques en matière de logement. Le cap sur 5 ans a été fixé, donc on devrait avoir une visibilité de ces actions très rapidement? Oui, un cap sur 5 ans, tout simplement parce que le président de la République, comme le Premier ministre, ont souhaité que tous les engagements que nous prenons, nous puissions les mesurer à la fin de ce quinquennat. Nous avons donc pris des objectifs à court terme, de manière à répondre aux besoins urgents des territoires d'outre-mer et à être au rendez-vous aussi du retard pris dans ces territoires. Alors chacun comprendra que des efforts seront mis sur des territoires qui aujourd'hui ont de forts besoins, comme la Guyane ou comme Mayotte, qui malheureusement a été frappée dernièrement par un glissement de terrain qui a emmené un habitat insalubre et qui a provoqué 5 morts. On voit bien là quelles sont les urgences. Ça ne veut pas dire que sur tous les territoires, mais de manière différente, il n'y a pas des urgences sur lesquelles il nous faut pouvoir aller plus vite. Alors nous le ferons aussi avec les collectivités territoriales et c'est important de le dire. Ce sont nos partenaires dans l'ensemble des territoires avec qui nous devons mettre en place ces programmes. Et voilà, il est 12h58. Nous vous souhaitons un bon appétit. Comme toujours, rien ne change, c'est l'heure de la pub. Nous le rappelons, vous nous écoutez en direct de Radio Haute Tension 89.8 et de C10 FM 103. On se retrouve après la pub. Petit rappel, appel à témoins, nous recherchons activement Monsieur Benoît Charles Jean-Louis, disparu depuis le 12 janvier 2018. Et bien si vous l'avez vu, contactez sans plus attendre le 17. Revenons sur les titres qui ont fait l'actualité aujourd'hui. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec la réouverture de l'aquarium du Gosier. Après 6 longs mois de travaux, comme je vous le disais, vient enfin la réouverture. Coût total du chantier 3 millions d'euros. Une partie du nouvel aquarium est désormais consacrée aux plus jeunes. Et nous avons poursuivi en partant pour Paris. Comme je vous le disais hier, l'habitat insalubre, repenser le logement dans l'outre-mer est maintenant le nouvel objectif du gouvernement. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec un peu de sport. À cet effet, nous parlerons de l'association Spirale qui a l'honneur de vous annoncer la qualification de 3 de ses gymnastes pour le championnat de France de gymnastique rythmique qui aura lieu les 27 et 28 janvier 2018. Mais pour l'heure, c'est l'interview, c'est tout de suite avec Jean. Oui, on parle de carnaval, Keïssa, avec Madame Ghislaine Gisors du comité carnaval du Gosier, avec Madame Angélique Oriane qui est représentant de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. On parlera de cette édition 2018 du carnaval, le carnaval qui bat son plein. Alors comment sera Madame Ghislaine Gisors le carnaval au Gosier ce week-end? Alors bonjour tous, le carnaval du Gosier débute aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 19 janvier, à partir de 19h, nous avons l'ouverture officielle à l'auberge de la Vieille Tour, c'est une partie protocolaire. Nous continuons avec le vendredi, demain, avec le déboulé de groupes à Pau. Nous aurons plus de 11 groupes à Pau sur le territoire de la ville du Gosier. Le départ se fera à Dampierre, Anse-Vinaigrie, et l'arrivée des groupes se fera à Belle-Plaine, sur le terrain de foot. À quelle heure? Alors, l'ouverture se fera devant la Poste à 19h30. À partir de 19h30, il y aura un spectacle et des prestations chorégraphiques d'associations, dont l'association Liberté. Il y aura des surprises lumineuses, on dira ça comme ça. Il faudra venir à Gosier pour voir ce que propose le comité de carnaval du Gosier. Également, le déboulé de groupes à Pau. Donc, nous avons donné rendez-vous. Ces groupes à Pau, il vous donne la liste. Quels sont les groupes à Pau qui seront présents au Gosier? Alors, dans cette liste, il y a Restant là, Ticano, ce sont les 2 groupes à Pau du Gosier déjà, que je remercie pour leur accompagnement sur cet événement. Mais aussi nous aurons Le Point, nous aurons Masque à Clé, également MKM qui est un nouveau groupe à Pau. Nous aurons Cléla, Songez ça, Yo-Même, enfin nous avons la pléiade des groupes à Pau qui seront au Gosier. Nous avons donné rendez-vous au groupe à 19h30 pour un départ à 20h30 à Dampierre, Anse-Vinaigrie. Donc là c'est pour le vendredi.
Le samedi, nous donnons rendez-vous à tout le monde, rendez-vous à 19h à la salle Léopold-Hélène de la mairie du Gosier. Nous aurons un débat avec plusieurs intervenants sur l'évolution du carnaval en Guadeloupe. Il y aura également le film du Gosierval 2017, le film du Gosierval de l'année précédente. Un peu une rétrospective des bons moments du carnaval 2017, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est une rétrospective, pardon. Voilà, c'est ça pour le samedi. Et il est important de faire cette conférence débat sur l'évolution du carnaval? Alors, très important parce qu'en fait, c'est suite à la demande de nombreux membres de notre comité. Parce qu'en fait, le Gosier, il faut savoir qu'au Gosier, il y a beaucoup de carnavaliers, et je pense que tous les groupes carnavalesques de Guadeloupe le savent, parce que lorsqu'on regarde, on connaît, lorsque vous êtes connaisseur, on sait qu'il y a beaucoup de Gosériens dans les groupes de carnaval. Madame Angélique Oriane, cette année, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, qui est composée des communes du Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade, vous avez créé un label. Alors effectivement, un label a été créé par rapport au développement de la politique communautaire sur le territoire. Depuis l'année dernière, à vrai dire, et on a essayé de le faire monter en puissance cette année. Donc, pourquoi un label ? Alors tout simplement, la communauté d'agglomération, la Riviera du Levant, avait pour objectif de mettre en cohérence les programmations qu'il y avait sur son territoire durant cette période du carnaval. Donc en essayant de fédérer un maximum les organisateurs, les comités, autour d'une action qui se voulait aussi bien éco-citoyenne que concertée, donc avec des dates distinctes, avec des identités distinctes aussi par parade, avec une volonté d'attractivité développée aussi pour voir comment on arrivait à mobiliser le public touristique et le reste de la population de Guadeloupe et attirer cette population-là sur le territoire de la Riviera du Levant. Donc c'était vraiment une démarche surtout de concertation et de mise en cohérence de la programmation du carnaval sur le territoire de la Carle. Et sur le territoire de la Carle, dimanche, il y avait le carnaval à Sainte-Anne. Tout à fait. Alors effectivement, Sainte-Anne a ouvert le bal, comme on dit, ce dimanche, avec la parade m'assemblage, qui s'est très bien passée. Il y avait plus d'une vingtaine de groupes sur la ville de Sainte-Anne. Et effectivement, le prochain rendez-vous sera ce week-end à Gosier, comme le disait Madame Gisors, avec aussi bien les déboulés que la parade du dimanche 21 que nous accompagnons, nous, la Carle. Il y aura un défilé à la Désirade ? Bien sûr, la Désirade, le rendez-vous est le 3 février. Et il y aura un village, un déboulé, le défilé aussi des enfants le matin. Donc on invite la population à se rendre à la Désirade. On imagine que la Riviera du Levant a dû mettre en place toute une logistique pour permettre... Alors, la Riviera du Levant, comme je dis, est partenaire principal, mais n'est pas organisateur. Donc, on ne se substitue absolument pas aux comités qui connaissent leur métier, qui savent comment organiser le carnaval. Mais la Riviera du Levant s'est positionnée comme partenaire principal. Et effectivement, le développement de ce label avait surtout vocation à mettre en place un certain nombre une forme de cahier des charges, en fait. Et dans ce cahier des charges, on retrouve... Alors principalement, la Riviera du Levant a souhaité mettre en avant sa compétence principale qui était effectivement l'environnement et les déchets. Donc notamment pour la parade de dimanche seront présentes des bornes de tri, les équipes aussi En amont du carnaval ? Ah oui, en amont, en aval, pendant, dès vendredi d'ailleurs. Oui. Et il y a vraiment des actions de sensibilisation qui seront portées auprès du public pour les inciter à avoir cette démarche de tri, même pendant le carnaval. On peut être éco-citoyen et donc c'est aussi sensibiliser la population de Guadeloupe à venir dans cet état d'esprit d'éco-citoyenneté sur les parades de la Riviera du Levant et bien ailleurs aussi, puisqu'on est là pour participer à cette éducation populaire sur le thème du développement durable et de l'environnement plus largement. Autour de ce petit programme, il y aura combien de personnes qui seront mobilisées? Un exemple au Gosier? Au Gosier et à Sainte-Anne, d'ailleurs, nous avons plus d'une dizaine d'agents et d'hôtesses qui feront ce travail-là auprès de la population. Ce travail, vous profitez du carnaval pour faire passer le message?
toutes les animations en fait, du territoire, y compris celles qui ne sont pas organisées par la CAS, sont vraiment des moments de rencontre en fait, avec la population. On peut l'approcher, on peut aller à son contact et la sensibiliser à ces actions-là et à la démarche qui est celle de la communauté d'Aglo. Donc effectivement, on profite de toutes ces occasions-là pour mettre en avant le fait que nous sommes tout un chacun responsables quant à l'avenir de notre île plus largement. Donc ce sont des petits gestes comme ça qui vont faire la différence au long cours. Donc effectivement, nous profitons de chaque action pour mettre en avant cette démarche. Madame Ghislaine Zizor du comité carnaval du Gosier-Val, cette année, il y aura un truc spécifique pour ce carnaval au Gosier? Alors cette année, nous vous proposons deux groupes de l'étranger, donc enfin de l'étranger, de la Caraïbe. Donc un groupe de la Martinique avec les Hommes d'Argile et un groupe de Sainte-Lucie, le groupe Rituals. Donc il y aura plusieurs. Qui va un peu animer un peu. Voilà, ça sera très animé. Et je ne dirai pas tout. Il y aura encore une autre surprise. Il faudra venir à Gosier-Val ce week-end. Une surprise. Donc dimanche à partir de 15h. À partir de 15h, la parade du Gosier-Val s'ouvrira. Voilà. Et il y a combien de groupes qui est attendu au Gosier-Val ce dimanche? Donc nous avons plus d'une vingtaine de groupes. Nous avons plus d'une vingtaine de groupes inscrits pour cette parade Gosier-Val, 8e édition. Sans compter ceux qui voudront vous rejoindre par la suite. Exactement, vous en connaissez. Il y a tout un dispositif de sécurité qui sera mis en place. Il faudrait se déplacer très tôt pour venir au carnaval du Gosier-Val. Le circuit va être fermé 1 heure avant. Oui, c'est ça. Donc le circuit sera fermé le dimanche à partir de 13h. Nous avons une convention avec Carulis. Donc les spectateurs pourront venir se stationner au parking du Super U à Pliane, également le Leader Price du Monde de Périnette. Et il y aura le bus de Carulis qui pourra les accompagner jusqu'au pôle administratif et ils pourront du pôle administratif jusqu'au bourg regarder le carnaval. Donc il y aura des navettes pour cela. Donc c'est l'événement à ne pas manquer pour ce week-end de Gosier-Val. C'est l'événement à ne pas manquer. Au Gosier, ça se donne. Madame Angélique Oriane, alors l'apothéose pour la carte, ça va être à Saint-François pour le défilé? Alors l'apothéose, je ne vais pas dire ça, pour moi toutes les parades se valent, mais effectivement pour la communauté voilà, on va clôturer la programmation sur le territoire de la Carle par la parade de Saint-François le lundi gras. Et donc, là encore, il y aura des actions spécifiques qui seront mises en place? Toujours. La CAR sera toujours là pour sensibiliser par rapport à ça. Donc, le dernier rendez-vous, c'est le 12 février à Saint-François, effectivement. Madame Ghislaine Zizor, vous voulez rajouter un mot avant la fin? Il y a toutes les mesures de sécurité sont prises, 20 groupes attendus, vous finalisez... Oui, donc là je suis tout gelée, mais il y a une équipe derrière moi. Je suis la présidente de l'association, mais il faut savoir que derrière moi il y a des bénévoles que je remercie parce qu'aujourd'hui la force du Gosier-Val, c'est les bénévoles, c'est les bénévoles de cette association. Et la Carle, la ville du Gosier, la fédération de Basse-Terre nous rendent encore plus forts. Donc je remercie ces bénévoles, mais aussi nos partenaires. Nous avons encore beaucoup plus de partenaires que je ne vais pas citer, mais nous sommes encore plus forts grâce à notre partenaire, la Carle, la ville du Gosier, la Fédé de Basse-Terre et encore et bien d'autres. Le rendez-vous dès ce soir, vous avez dit? Dès ce soir, 19h, à l'auberge de la Vieille Tour. Merci Madame Ghislaine Zizor du comité carnaval du Gosier-Val et Madame Oriane Angélique, initiative prise par la Carle pour l'ensemble des défilés qui seront programmés sur le territoire. Je rends toujours la gloire au comité parce que ce sont les comités qui sont à l'origine du carnaval, on n'a rien inventé. Mais après, effectivement, la Carle a souhaité développer effectivement ce label. Donc on a travaillé au mieux ensemble cette année pour avoir une programmation qui se voulait cohérente sur le territoire. Merci à vous d'être venu sur le plateau du ZCL pour parler de ce carnaval qui sera haut en couleur, le Gosier-Val. Ça va être dès ce soir et avec un grand défilé prévu dimanche à partir de 14h. Nous rappellerons bien sûr les rendez-vous en fin d'émission. Mais pour l'heure, retour à l'actualité. Vous souvenez-vous d'Anaïs Verspan, cette jeune artiste que nous avons reçue sur le plateau il y a peu, anime aujourd'hui à l'école de Grand Camp pour une classe de CE2 un atelier carte blanche, de quoi cultiver nos jeunes. À cet effet, notre correspondant Michel Héraclide s'est rendu sur les lieux. Voyons le reportage. Aujourd'hui, on a découvert d'autres choses qui dataient des époques anciennes, comme
les champs de bananes. Et quand les gens moururent pendant qu'ils travaillaient, car le travail était très dur, on a découvert d'autres tableaux qu'elle avait fait. Et une dame qui était accroupie, qu'elle avait fait des cases en forme de colonne vertébrale. Le seau qu'on baignait les bébés, qu'on fêtait le nouvel an et qu'on se lavait avec. Et ensuite, on a vu la vidéo où la dame écoutait les murs, c'était la chanson. Aujourd'hui, nous sommes venus voir l'exposition de l'artiste Anaïs Verspan, puisque nous faisons partie d'un projet Erasmus qui se déroule sur 3 ans. Donc la première année, c'était la musique, la deuxième, la danse et la troisième, les arts. Donc dans ce cadre-là, nous nous sommes déplacés jusqu'au pavillon de la ville pour pouvoir rencontrer l'artiste Anaïs Verspan et voir son exposition et pouvoir échanger aussi avec elle. Donc c'est une découverte pour les enfants, puisque c'est vrai que pour certains, ils n'ont pas l'occasion de sortir et de se rendre dans des expositions de ce genre. Donc c'est une opportunité qu'on a voulu saisir pour ces enfants-là. Donc en fait, si l'espace muséal était une case, c'est une proposition pour la carte blanche du musée Schellcher. Donc c'est la 2e édition, c'est la 2e exposition, mais c'est une nouvelle exposition. C'est une nouvelle installation. L'approche même du pavillon a été tout autre. Donc j'invite les gens à venir voir cette expo jusqu'au 31 janvier au pavillon de la ville. Sinon, ils peuvent me suivre sur les réseaux en suivant Anaïs Verspan. Là, aujourd'hui, nous recevons en fait les ateliers scolaires. Donc aujourd'hui, on a une grande classe. Donc c'est très animé, mais c'est super parce qu'en fait, généralement, les expositions, c'est très calme. Et là, les enfants prennent possession de l'espace muséal, parce que l'intitulé, c'est « Si l'espace muséal était une case ». Donc j'ai créé des ateliers sous l'appellation Touche pas à ma case. Donc on sensibilise sur la prévention de l'habitat, du premier habitat guadeloupéen, et sur la conservation. Remontons légèrement maintenant direction Les Abîmes à la rencontre de l'association Spirale qui a l'honneur de vous annoncer la qualification de 3 de ses gymnastes pour le championnat de France de gymnastique rythmique qui aura lieu les 27 et 28 janvier 2018. Ces jeunes filles qui sont-elles? Eh bien, voici leurs noms. Léna Payette Julier, trophée fédéral 10-11 ans. Jade Afat, trophée fédéral 12-13 ans. Mélissa Mimifir, trophée fédéral 14-15 ans. Chaque année, ils avancent un peu plus. En effet, en 4 ans d'existence, ils ont une réelle chance cette année d'avoir des résultats encore meilleurs. Le reportage avec Stanley Manicor. Les filles sont dans un entraînement un petit peu particulier puisqu'elles sont qualifiées pour les championnats de France qui auront lieu à Besançon les 27 et 28 janvier prochains. Donc dans moins de 15 jours, un petit peu plus d'une semaine. Voilà, donc nous partons le 21. Pour pouvoir qu'elles puissent s'adapter au niveau du décalage horaire et puis du froid. Voilà, elles n'ont pas l'habitude de s'entraîner dans le froid, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis il y a beaucoup de travail à faire encore pour essayer de représenter la Guadeloupe dignement. Ça fait déjà 2 ans qu'on va au championnat de France. La première année avec une seule gymnaste en individuel, la deuxième année avec Jade qui est ici présente et qui est déjà allée au championnat de France l'année dernière, qui a fait une 25e place sur 31, ce qui est déjà pas mal. Moi j'ai le ballon. Donc c'est avec le ballon que tu vas passer tes épreuves du championnat de France? Oui. Le ballon uniquement? Oui. D'accord. Toi? Moi c'est le ruban. Moi c'est le massue. D'accord, donc vous faites de la gymnastique depuis combien d'années? Moi ça fait 5 ans que j'en fais. Moi ça va faire 5 ans cette année. Moi aussi. D'accord. Donc c'est la première fois que vous participez au championnat de France? Oui. Non. Non, pas pour moi. D'accord. Donc c'est ta deuxième fois? Donc comment s'est passé la première fois? Est-ce que tu as appris en plus cette fois-ci? Oui, parce que le niveau est plus élevé. Non, nous n'avons d'aide de personne, ni du comité, ni de la région, alors on a une aide à la mobilité sur une gymnaste.
Mais c'est tout. Donc on fait des actions, on a fait des actions d'ensachage dans les supermarchés, on a mis en place une cagnotte en ligne où tout le monde peut nous aider. Et puis voilà, on essaie de se débrouiller par nos propres moyens. On lance un appel, s'il y a des gens qui veulent nous aider sur la cagnotte, ça sera quelque chose, surtout que pour les parents c'est un gros coût. Le club a déjà financé le départ parce qu'on est obligé de partir avec 3 entraîneurs, enfin 2 entraîneurs de Guadeloupe, parce que ces demoiselles passent toutes les 3 à la même rotation, donc à la même heure et dans des salles différentes. Et comme tout voyage, rien n'est gratuit, cette démarche a donc un coût. Si vous souhaitez aider nos jeunes à partir en métropole, voici leur cagnotte Litchi. www.litchi.com, je précise Litchi avec 2 E, /c/association-spirale. Et voilà, pour l'heure, il est 13h et 22 minutes. Nous vous souhaitons un bon appétit à nouveau. On se retrouve après la pub. Les gendarmes de la Guadeloupe et des îles du Nord vous informent d'un appel à témoins. Ils recherchent actuellement activement M. Benoît Charles Jean-Louis, disparu depuis le 12 janvier 2018. Si vous l'avez vu, contactez rapidement le 17. Et enfin, en retour sur les titres qui ont fait l'actualité aujourd'hui, nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec la réouverture de l'aquarium du Gosier. Après 6 longs mois de travaux, vient enfin la réouverture. Coût total du chantier 3 millions d'euros. Une partie du nouvel aquarium est désormais consacrée aux plus jeunes. Et nous avons poursuivi en partant pour Paris, comme je vous le disais hier, l'habitat insalubre, repenser le logement dans l'outre-mer et maintenant le nouvel objectif du gouvernement. Et nous avons fini le journal d'aujourd'hui avec un peu de sport. En effet, nous avons parlé de l'association Spirale qui a l'honneur de vous annoncer la qualification de 3 de ses gymnases pour le championnat de France de gymnastique rythmique qui aura lieu les 27 et 28 janvier. Et pour l'heure, on continue avec 2 brèves juste avant de recevoir notre invité qui est déjà là d'ailleurs. Avec 41 tués sur les routes en 2017, la Guadeloupe demeure le département le plus accidentogène de France. Face à ce constat, les services de l'État sont plus que jamais mobilisés. À cet effet, la préfecture de la région Guadeloupe lance ainsi un appel à projet sécurité routière afin de recenser les actions préventives qui seront menées en 2018. Cet événement est ouvert aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, aux médias, aux industries, aux entreprises privées, aux associations et assurances, aux établissements publics et intervenants départementaux de la sécurité routière. Si vous êtes intéressé, les coordonnées à retenir M. Douglas 0590 98 90 89 98 90 89, c'est un fixe, ou encore le numéro de Madame Lachoumanaya au 0690 80 98 82, c'est un portable 80 98 82. Et on continue avec une brève sur le CHU. Pas de transformateur électrique au Pyralène dans la zone incendiée au CHU. La direction du CHU de la Guadeloupe a été alertée hier par le secrétaire du CHSCT sur la présence éventuelle d'un transformateur électrique au Pyralène dans la zone sinistrée. Une enquête interne a été ouverte spécifiquement sur ce point, sachant que le recensement effectué des équipements à risque de la partie incendiée ne mentionnait pas ce matériel. Et voilà, pour l'heure, on retourne avec Jean pour l'interview. Nous sommes actuellement en présence de monsieur Angel Kang. Est-ce que j'ai bien prononcé? Angel Kang, oui. Angel Kang. Il a écrit un livre, Jean. Oui, augmente ta valeur, l'art d'optimiser ses habiletés. L'auteur est avec nous, vous êtes d'origine camerounaise, vous avez écrit ce bouquin de 168 pages. On a envie de dire, qu'est-ce qui vous a incité à pouvoir vous lancer dans cette incitation à que l'individu puisse prendre conscience d'augmenter sa valeur? Merci de l'opportunité et puis bonjour déjà Jean, bonjour à tout le monde qui sont en train de nous écouter. Alors moi, qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à écrire ce livre, c'est de voir la quantité de personnes qui ont
qui ont tellement de valeur, qui ont tellement de potentialité, mais qui ne font rien avec. J'avais énormément d'amis qui mouraient avec leur talent, qui ne faisaient rien de leur vie, qui avec autant de valeur qu'ils avaient, mais ils ne faisaient rien. Alors je me suis décidé, je me suis dit, écoute, il faut que j'écris un livre parce que je conseillais beaucoup de personnes. Je leur donnais des conseils, etc. Fait que je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre pour aider le plus de personnes que possible. Alors connaître sa valeur, c'est important dans sa vie. Un homme doit connaître sa valeur. Oui, un homme doit connaître sa valeur. La valeur est quelque chose qu'on a, on va dire, on a un peu démystifié, que j'ai démystifié dans ce livre-là, parce qu'on a confondu la valeur de nos jours. La valeur n'est pas ce qu'elle prétend être, malheureusement. La valeur est beaucoup plus que ça. Pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent sur la C10FM et RHT Guadeloupe, ce réseau, cette valeur, elle ne peut pas être comparée à une maison, elle ne peut pas être comparée à une valeur d'une voiture. C'est quelque chose d'inestimable. En fait, la valeur n'a rien à voir en fait, avec une voiture, n'a rien à voir avec une maison, avec une propriété. Et vous prenez bien le soin de l'écrire dans votre manuel. En effet, parce qu'en fait, c'est la base de tout, parce que la société essaie de nous faire croire que plus ta voiture est grosse, plus tu as de la valeur. Plus ta montre elle est chère, plus tu as de la valeur. Pourtant, en fait, ta valeur n'a rien à voir avec ta montre, n'a rien à voir avec ta voiture. Ta valeur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu dois ressortir, dont la valeur est d'abord interne avant d'être externe. Donc la valeur, elle est interne, il faut la travailler, il faut la savoir aussi. Oui, en fait, ça, je divise en fait, je dirais, le livre en 3 étapes. Déjà, 1, connaître sa valeur, 2, augmenter sa valeur, et 3, justement, protéger sa valeur. Donc c'est pour ça que dans le teaser où je donne souvent des informations, je dis que avant de faire quoi que ce soit dans la vie, il est important de connaître sa valeur d'abord. J'ai repéré une citation, vous dites dans le livre, quand on est soi-même, on a toujours une valeur, quand on copie, on n'a pas de valeur. En effet. Je dirais que la première chose à faire qu'un homme doit connaître, c'est d'abord connaître sa valeur. Il est important de connaître sa valeur, pourquoi? Parce que je dis qu'il y a 5 questions qu'une personne devrait savoir avant d'attaquer la vie, ce genre de choses. La première question, c'est qui nous sommes? Qui tu es. Et quand tu vas poser cette question à une personne, elle va te dire je suis entrepreneur ou je suis physicien, je suis infirmière. Mais la vérité c'est que infirmière c'est ta profession, ce n'est pas qui tu es. Donc si tu ne découvres pas qui tu es, automatiquement tu es un peu dans le néant. La deuxième question c'est d'où tu viens. Et la réponse c'est que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es automatiquement. Donc il est important de savoir ses racines. Exactement, d'où on vient réellement. La troisième question c'est pourquoi nous sommes là. Est-ce que nous sommes là seulement pour payer des factures, pour manger le midi, pour regarder la télévision le soir, pour faire des entrevues? Non, c'est un peu plus que ça. La quatrième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours? Présentement, on fait quoi? Donc, c'est quoi tes habilités? C'est quoi tes talents? Et la cinquième question, c'est où est-ce que je m'en vais? Dans les prochains 5 ans, dans les prochains 10 ans, je serai quoi exactement? Donc, avec ces 5 questions de base, on a déjà déclenché un élément interne. Oui, en fait, on est même en avance plus que le 90% de la population. Parce que malheureusement, les gens, comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est que les gens passent le temps à envier d'autres personnes qui sont plus misérables qu'eux-mêmes parce qu'ils ignorent leur valeur. Tu passes le temps à envier une personne qui roule une Mercedes, pour ça tu ne sais pas qu'est-ce qui vient à la maison. Donc la valeur est d'abord interne avant d'être externe. Vous évoquez toujours dans votre bouquin la règle du 10-90. Peut-on expliquer cette... Oui, en fait, parce que 10-90, pourquoi? Parce que 90% de ce qu'on va vivre, on va dire, c'est juste généré par un simple 10% de par des actions qu'on fait. Pourquoi j'ai énuméré cette règle? C'est parce que beaucoup de personnes ont tendance à trouver des excuses pour tout. Oh, mes parents ne m'ont pas élevé de la bonne manière. Oh, j'ai pas eu mon père quand j'étais jeune. Oh, j'ai pas eu ma mère quand j'étais jeune. En réalité, ça n'a rien à voir. Parce que tu peux utiliser ça, en fait, tu peux utiliser ton histoire pour aller beaucoup plus loin. Tu peux utiliser ton histoire pour aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en hauteur. Donc, l'âge n'est plus une excuse. Je suis désolé que tu aies 90 ans, tu aies 9 ans. D'ailleurs, le plus jeune millionnaire, il a 9 ans. Le plus vieux millionnaire, il a eu son premier million, il avait 65 ans. Alors, les excuses, il n'y en a plus. Donc, du coup, présentement, il est important pour chacun de pouvoir respecter cette règle du 10-90 que j'inviterai justement les personnes à lire les livres pour connaître un peu plus. Toujours en lisant votre manuel avant la préparation de cette émission, vous parlez de l'environnement. L'environnement a-t-il un impact même?
En fait, l'environnement est plus fort que l'individu, malheureusement. Pourquoi? Parce que si tu es... J'ai une vidéo justement sur Facebook où j'explique que tu es le résultat des 5 personnes que tu fréquentes. Ça veut seulement dire quoi? Si tu es le plus intelligent de ton groupe d'amis, tu es dans le mauvais groupe d'amis. Si dans ton groupe d'amis, il y a 9 pauvres, je te garantis que tu es le 10e. Parce que c'est ton environnement, en fait, qui conditionne ton avancement. Tant que tu n'as pas compris ça, en fait, et que tu restes dans le même environnement, même si tu voudrais augmenter ta valeur, le fait de rester dans le même environnement va te corrompre. Parce que l'environnement est plus fort que l'individu. Donc, même si tu voudrais devenir... C'est pour ça que certains milliardaires, ou bien certaines personnes prospères, je dirais, disent que si tu veux devenir prospère, reste avec ceux qui sont prospères. Ils vont pouvoir te pousser plus loin. À la fin de la journée, quelqu'un qui est en bas de toi ne peut pas te tirer vers le haut. La comparaison. Souvent, on a tendance à nous comparer. Et je dis encore une fois, c'est que souvent, on se compare aux comptes Facebook, Snapchat, Instagram. Et justement, vous insistez, les lecteurs, à ne pas, bien sûr, se focaliser sur l'image qu'on a de l'autre. Oui, parce qu'en fait, personne ne se prend en photo quand il pleure. Personne ne se prend en photo quand il est dans son lit, ou personne ne se prend en photo quand il est en détresse. On se prend toujours en photo quand on a les meilleurs moments. Alors, pourquoi me comparer à des moments joyeux de ta vie alors que moi aussi j'ai des moments joyeux? Donc certaines personnes donc, qui vont se comparer à certaines femmes photoshopées sur internet, ou certaines personnes qui montrent un certain style de vie, pourtant ils n'ont pas, pourtant ils sont misérables. C'est pour ça que je reviens encore à dire que souvent on va envier des personnes qui sont plus misérables que nous. On doit être soi-même. En gros. En fait, on doit être soi-même, on doit savoir connaître notre valeur. Parce que notre valeur n'est pas régie par ce que ton père peut te dire, par ce que ton professeur peut te dire, parce que tes amis peuvent te dire. Ta valeur est bien plus que ça. L'homme est bien plus que sa montre, bien plus que ses vêtements. Et malheureusement, notre génération, en fait, on va essayer de s'acheter des vêtements qui sont assez dispendieux juste pour se donner de la valeur. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, être soi-même, c'est important. Et toujours dans ce livre, hein, vous parlez du miroir. En quoi le miroir est important? Il faut toujours se regarder dans le miroir. Moi, je conseille souvent aux personnes que je coach, la centaine de personnes que j'ai coachées déjà depuis le début de cette année, c'est que tu es 100% responsable de tes décisions, tu es 100% responsable des décisions. Je dis aussi une chose qui est importante, c'est que tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. C'est pour ça qu'il est important de se regarder dans le miroir pour dire que je suis responsable de ma vie. Si je suis pauvre actuellement, je suis responsable. Si je suis en manque d'argent, je suis responsable. Si je suis... peu importe là où tu es responsable de tes actions. C'est pour ça que quand je parle donc d'augmenter sa valeur, il est important de planifier l'augmentation de sa valeur. Parce que souvent, on a tendance à attendre un miracle. Mais je dis encore une fois, c'est que celui qui structure, celui qui planifie sa vie est bien en avance que celui qui attend un miracle. Pourquoi? Parce que tu planifies ton succès. Vous, justement, dans ce manuel, vous parlez de Cristiano Ronaldo, footballeur emblématique, connu mondialement pour ses gloires. Il fait partie de l'un des meilleurs footballeurs du monde. Certainement, il va recevoir un ballon d'or, on ne sait pas. Pourquoi vous avez tenu à prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo? Il y avait des problèmes de santé quand il était petit. Oui, en fait, certains ne connaissent pas vraiment l'histoire. Ils regardent juste le footballeur, ils regardent juste la vedette. Ils aspirent à être comme Cristiano Ronaldo. Mais en fait, il a eu des problèmes très jeune. Il a sa mère qui voulait passer par l'adoption, etc. La malformation qu'il a eu à la cheville, etc. Donc, il a eu une enfance très, très difficile. Alors, regardez un peu deux comparatifs. Hein. De ces deux comparatifs-là, c'est quoi? C'est qu'une personne qui a passé une enfance difficile et qui est devenue une star. Maintenant, regardons une bonne partie de la population qui ont vécu une enfance difficile et ils se disent que pourquoi je n'ai pas réussi, c'est parce que j'ai vécu une enfance difficile. Alors c'est pour ça que dans mon livre, j'incite chaque personne à faire très attention avec les excuses qu'on pose. Parce qu'en 2018, je suis désolé, on n'a plus l'excuse, il n'y a plus des excuses. Si tu es là où tu es présentement, c'est ta faute, c'est ta responsabilité de quitter de là. Ouais. Toujours dans les exemples, si je me souviens en ce moment, vous avez pris aussi l'exemple de Michael Jordan, qui était un basketteur qui lui aussi qui a connu des moments de gloire et qui a aussi eu des difficultés à un moment. Il a quitté l'école très tôt. Oui, en fait, toutes ces personnes qui sont prospères aujourd'hui, ils sont passés par des épreuves. En fait, ce que j'explique souvent dans plusieurs de mes conférences quand je fais mes tournées, c'est qu'une personne doit passer à travers les 4 phases. Ces 4 phases-là, c'est normal. Il y a par exemple l'épreuve, il y a l'ignorance, ensuite il y a l'acceptance. Donc il y a tellement d'épreuves. Donc toute personne qui aspire au succès, qui aspire au bonheur, devra passer par ces choses-là. Donc comme je disais, en fait, c'est que les 3 phases, comment j'ai scindé le livre, il y a
connaître sa valeur, augmenter sa valeur, mais il y a aussi protéger sa valeur. Protéger sa valeur, c'est quoi? C'est de faire attention avec les personnes avec qui on traîne, avec qui on reste. J'ai une citation pour toi qui est vraiment importante, que quand je donne souvent cette citation, certaines personnes sont assez illuminées. Ce n'est pas l'eau qui est à l'extérieur du bateau qui fait couler un bateau, mais c'est l'eau que tu laisses entrer à l'intérieur du bateau. Ça veut seulement dire que tout le monde il y a le monde, la société est là, mais ce sont les amis que tu laisses entrer à l'intérieur de ta vie qui peuvent te faire couler. Donc c'est pour ça que si tu veux vraiment augmenter ta valeur et devenir prospère, tu dois protéger en fait cette valeur-là. Comment dire? Faire attention avec les personnes que tu traînes, faire attention avec les personnes à qui tu parles, parce que à la fin de la journée, je suis arrivé à une conclusion, c'est que les personnes ne sont pas, il n'y a pas de personnes loyales. Les gens sont juste fidèles à leurs intérêts. Une fois que leurs intérêts changent, leur fidélité, leur loyauté va aussi changer automatiquement. C'est simple. Donc nous sommes dans un monde économique, un monde d'intérêt. C'est important de protéger sa valeur. Et vous avez aussi montré dans ce livre l'importance des amis. Vous avez fait la distinction entre les amis et les camarades. Oui, en fait, c'est une de mes meilleures parties de mon livre. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé d'avoir beaucoup d'amis. Je joue au basket au secondaire, j'ai joué dans plusieurs grandes équipes dans la localité et souvent tu as plein d'amis et tu penses que ce sont vraiment tes amis. Là, j'ai distingué de trois. La première catégorie, ce sont les confidents. Ces confidents sont des personnes qui seront là pour vous. Ils sont là avec vous. Ils viendront même vous visiter en prison si jamais vous y allez. Ce sont des personnes, si vous pleurez, ces personnes vont pleurer. Si vous avez un problème, ces personnes seront là à vous soutenir. Mais en réalité, les confidents, vous n'en avez pas beaucoup. Vous en avez juste quelques-uns, je dirais même moins de 5 confidents. Les autres personnes ne sont pas forcément d'autres catégories. Donc les confidents, on doit vraiment les identifier. Qui sont les confidents de vos vies? La deuxième catégorie, ce sont les constituants. Les constituants sont des personnes qui ne sont pas forcément avec vous, mais qui vous partagez juste le même intérêt. Et l'erreur, c'est que souvent on confond les constituants et les confidents. Parce que vous partagez le même intérêt, tu penses qu'il est là pour tes intérêts. Non, vous partagez juste le même intérêt. Vous jouez dans la même équipe sportive. Vous partagez vous êtes dans le même travail. Exactement, vous évoluez ensemble. Mais ne faites jamais l'erreur de confondre le confident avec le constituant. Parce qu'à un moment donné, quand le constituant trouve une personne qui est plus intéressante que vous, elle va vous laisser automatiquement. Et le troisième groupe, en fait, c'est les camarades. Les camarades, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que vous. Ils ne sont pas forcément avec vous, mais vous avez les mêmes ennemis. Donc du coup, vous partagez sur les mêmes ennemis. D'où la citation qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et souvent, on va confondre ces personnes. Parce qu'il nous a aidés en combat quelque chose, on va commencer à se confier à cette personne. Et ils vont certainement nous trahir. Toujours dans cet ouvrage, vous avez aussi dit que les talentueux ne réussissent pas. Oh waouh, ça c'est vraiment la question qu'on me pose souvent sur ce terme-là. Pourquoi vous avez pris le soin de le préciser, les talentueux ne réussissent pas? Parce que le talentueux veut tout faire. Le talentueux veut faire tout et en même temps rien. Moi, j'ai été l'exemple. Moi, je me considère comme quelqu'un de talentueux. Mais si à un moment donné, je ne m'asseyais pas pour réfléchir à ce que je faisais, automatiquement, tu te rends compte que tu penses que tu es en train d'avancer. Mais en réalité, tu avances juste dans un peu ici, un peu ici, un peu ici. En fait, tu deviens expert dans tout maintenant. Pourtant, et tu n'as excellé dans rien. En fait, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi les gens sont pauvres? En réalité, je vais répondre juste rapidement, c'est que les gens sont pauvres, pas parce qu'ils ne trouvent pas forcément un travail, etc. Mais les gens sont pauvres parce qu'on ne sait pas pourquoi tu es là. On ne connaît pas exactement c'est quoi ta valeur, c'est quoi ton talent. Je prends un exemple. Quand tu prends un aspect de ta vie et que tu le développes, automatiquement, tout le monde sait que c'est cet aspect-là où tu es bon. On a pris l'exemple de Michael Jordan. On ne connaît que parce qu'il joue au basket. S'il n'avait pas pris le temps d'augmenter sa valeur et de pratiquer son basket, automatiquement, il ne serait pas aussi populaire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il mange de ses journées, on ne sait pas qu'est-ce qu'il porte comme vêtements, mais on le connaît simplement parce qu'il joue au basket. Alors pourquoi je dis que les talentueux ne réussissent pas? Simplement parce que quand tu as beaucoup de talent, tu veux tellement tout faire et tu fais tout en même temps, automatiquement tu ne fais rien. Et vous allez faire des conférences en Guadeloupe? Oui, j'ai une conférence en Guadeloupe qui commence justement le 19, le 20 et le 21 sur le thème Augmente ta valeur, où je donne les clés sur comment augmenter sa valeur. Ça fait des années que certaines personnes sont au même niveau, ils sont au même endroit, etc. Et ça ne change jamais. En réalité, il y a 33% de la population qui prennent des nouvelles résolutions. 33% abandonnent la première semaine.
Des 33% qui prennent en fin d'année. Et... Ils abandonnent la première semaine de l'année. Ça veut dire qu'il y a 33% de la société qui ont déjà oublié leur résolution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la méthode, on n'a pas la planification. On n'a pas la planification nécessaire pour pouvoir avancer. Mais vous partagez l'idée qu'il faut quand même avoir un modèle? Oui, en fait, il faut avoir un modèle, c'est important. Toute personne qui réussit doit avoir quelqu'un devant lui pour pouvoir s'identifier un peu et avancer. Donc, je donne donc toutes ces clés-là dans mes conférences, etc., pour aider vraiment les personnes. À date, j'ai à peu près 300 témoignages de personnes qui ont lu mon livre, qui sont venues à mes conférences et qui ont complètement changé de vie. En combien de temps? En fait, j'ai sorti le livre l'année passée, au mois d'octobre, et en 3 mois, automatiquement, plusieurs sont retournés à l'école, plusieurs ont changé justement la manière dont ils vivaient, plusieurs ont changé. Il y a certains parents qui m'envoient des messages pour me remercier parce que leurs enfants ont complètement changé de mode d'emploi, de mode de vie. Maintenant, il a des ambitions, etc. Donc, si vous voulez, bien sûr, augmenter votre valeur, un ouvrage, vous avez un téléphone, on peut vous joindre? Vous avez une Oui, en fait, vous pouvez rejoindre mon équipe justement ici, le 06 90, le 52 97 63, ou encore juste aller sur ma page Facebook Augmente Angel Kang, ou encore sur le site augmentetavaleur.com. Toutes les informations sont nécessaires. Est-ce qu'on peut allier ce bouquin aussi avec une forme de spiritualité dans la constance? Oui, dans une forme de spiritualité, oui, parce que moi, avec des valeurs chrétiennes, je prends beaucoup d'exemples aussi de ma chrétiennité pour avancer dedans. D'où quand je prends par exemple l'exemple de que Dieu ne planifie pas ta vie. Dieu a un plan pour ta vie, mais c'est pas lui qui va venir planifier ta vie. C'est l'homme qui planifie sa vie et Dieu donc assure les pas. Merci Monsieur Angel Kang d'être venu sur le plateau du ZCL avec plusieurs conférences prévues en Guadeloupe. Augmente ta valeur. Et puis on est arrivé au terme de cette émission. C'est un rendez-vous dès demain 12h30 pour un nouveau numéro de ZCL. On remercie l'ensemble des équipes techniques qui nous ont aidés à préparer la réaction de cette émission. Bonsoir chez vous.